Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes ravis de vous accueillir un peu partout dans le monde d'ailleurs, hein, depuis la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, beaucoup de Canadiens aussi que je salue également, qui ont dû se lever tôt, et puis Madagascar même qui est là. Donc un peu tout le monde est représenté et c'est un voyage qu'on vous proposera avec Siam pour un voyage dans l'intrapreneuriat. Euh, qui nous sommes? Siam, je te laisse peut-être te présenter si tu veux bien. Oui, alors moi je suis donc Siam, j'ai 38 ans, je suis aujourd'hui entrepreneur, j'ai été intrapreneur pendant très longtemps, voilà, et je fais aussi plein d'autres choses, donc on dit aujourd'hui slasheuse, je crois. Ok, et puis tu peux dire aussi que tu as eu le prix de l'intrapreneuse digitale en 2018, Oui, je oui, crois. oui, c'est vrai, la modestie. Mais ouais, ouais, en fait, j'ai été lauréate du prix Margaret, donc de la Journée de la femme digitale, donc femme digitale intrapreneur de l'année en 2018. Donc pour mon projet Au fil des voisins, que j'ai monté dans le programme d'entrepreneuriat de la Poste, puisque je suis également postière. Et tu nous vas nous raconter toute cette histoire-là tout C'est à ça, l'heure. Ok? Super. tout à Donc fait. moi je suis Emmanuel Lavergne, je suis plutôt un explorateur, un créatif qui a créé 90% de mes jobs. J'étais DRH, j'ai fait un certain nombre de choses et j'ai fondé plus récemment Codevenir qui travaille justement sur ces questions d'intrapreneuriat avec une inspiration, un tropisme canadien, un pays que j'aime beaucoup, qui est le premier pays au monde pour la facilité à entreprendre selon la Banque mondiale et probablement d'ailleurs pour intraprendre. Voilà, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est, puisqu'on est tous confinés, c'est peut-être de vivre un peu un voyage ensemble, un voyage de l'entrepreneur. Qui est-il ou qui est-elle plutôt, en l'occurrence, Siam, tu nous le diras. Quelles sont ses forces et comment doit-il être accompagné? Et puis, pour ça, ce que nous aurions comme ambition aujourd'hui, c'est que vous ayez à l'issue, pour ceux d'entre vous qui nous ont dit qu'ils avaient dans leur inscription un projet d'intrapreneuriat, c'est que vous ayez encore plus envie de prendre la route, votre route, parfois dans ce dédale que sont nos grandes organisations. Que vous connaissiez aussi l'essentiel de l'histoire des intrapreneurs et vous faire découvrir deux approches originales que, y compris pour vous, coach ou animateur, vous pourriez transposer dans votre activité ensuite. Et puis, bien sûr, que nous parlions des qualités que, en tant qu'entrepreneur, nous devons de développer. Voilà, une particularité technique dont je dois vous faire signe quand même, c'est important, c'est que tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de vous exprimer par le biais du chat. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, vous avez sur le droite de votre écran en haut un petit onglet sur lequel vous ouvrez le chat. Vous aurez à la fois la présentation et le chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Ces questions, nous y répondrons uniquement à la fin de la présentation, une fois qu'on aura l'ensemble de ces questions. La deuxième chose que nous vous proposons aussi, c'est que vous avez un onglet, vous le voyez, quand vous aurez ouvert l'onglet du chat, vous aurez un onglet sondage. Et nous vous proposerons, durant ce voyage, ensemble, trois ou quatre sondages, qui vous permettront de vous exprimer et puis d'échanger un peu sur ce que c'est que l'intrapreneuriat et votre vision de l'intrapreneuriat. Emmanuel, Oui. excuse-moi, alors j'ai un écho, mais Emma me signale que la présentation n'est pas en ligne. Je ne sais pas si c'est... Oh, pardon, excusez-moi, c'est une... Ouais, très bien, très bien. Excusez-moi alors à tous, parce que j'ai effectivement une présentation qui n'est pas en ligne. C'est tout à fait regrettable. Pardonnez-moi. Et là, nous sommes en ligne. Voilà. Donc, Siam et Emmanuel sont vos accompagnateurs durant ces 3 quarts d'heure que nous passons ensemble en voyage dans l'intrapreneuriat. Ce voyage, il va commencer c'est toujours un voyage qui commence par une personne, que ce soit Siam, que ce soit vous, que ce soit chacun d'entre nous. Et on va parler du génie créatif qui est à l'origine de l'entrepreneuriat à travers quelques personnages. On parlera ensuite des 5 leçons que notre expérience, nos pratiques et nos rencontres nous permettent de tirer de l'entrepreneuriat, que nous vivrons ensuite dans un voyage, un peu à l'image des voyages des contes, l'image des voyages des héros, parce que l'entrepreneur est d'une certaine manière un héros, pour conclure ensemble sur les 5 compétences distinctives clés qui sont essentielles, qu'il est essentiel de développer dans des aventures intrapreneuriales. Ok, c'est parti. C'est parti donc pour ce héros qui croit en lui quelque part. Et qui est-il au départ? Je vais vous proposer 9 personnages
qui sont probablement des grands créatifs et qui vous ressemblent le plus, à qui vous vous assimilez le plus dans ces personnages. Quel génie créatif êtes-vous personnellement? Voilà. Alors, est-ce que vous êtes plutôt de Walt Disney qui cherche des idées à plusieurs? Est-ce que vous seriez plutôt Agatha Christie qui fait preuve de méthode, très méthodique? Est-ce que vous seriez plutôt Al-Jazari qui est en fait le Léonard de Vinci des pays arabes, qui est à la fois un ingénieur et un artiste et qui va qui a inventé une cinquantaine de concepts différents? Est-ce que vous seriez plutôt le fameux Elon Musk qui bouscule l'ordre établi, et on parle beaucoup de lui actuellement, ou Socrate, qui à la limite va faire de l'intériorisation et va faire en fait délivrer quelles sont les qualités et la compréhension de soi-même, ou bien Ada Lovelace, qui, pour ceux qui le savent, est la première créatrice d'un programme informatique. Est-ce que vous seriez plutôt celui qui ou celle qui imagine l'impossible comme John Lennon, ou bien l'ambition d'apporter quelque chose au monde d'important comme Martin Luther King, ou à défaut celui qui casse quelque part les codes et qui pense out of the box, qui serait Einstein? Voilà donc ces 9 personnages. Est-ce que vous avez un sondage là qui apparaît qui vous permet de choisir de qui vous semblez le plus proche? Il y en aurait bien sûr beaucoup d'autres. Nous avons choisi ceci. Voilà, on vous laisse 30-45 secondes pour choisir l'un des personnages dans le sondage. Et moi, j'ai envie de poser pendant ce temps la question à Siam. Toi, tu te sens proche de qui? Bon, déjà, dans l'absolu, quand on est intrapreneur, je crois on passe de l'un à l'autre tout le temps. Donc, c'est important d'être un peu tout cela. Mais si je devais en choisir, je choisirais Ada, évidemment. Voilà, parce que bon, déjà c'est une femme et que par principe je choisis les femmes. Non, mais en tout cas sur le questionner sans cesse, je pense que c'est en tout cas une qualité importante quand on est intrapreneur, de pas s'arrêter juste aux réponses qu'on nous donne qui semblent évidentes et d'aller un peu plus loin. Donc si je devais en choisir une, je dirais Ada. Mais bon. Question, et puis ça va bien avec la plateforme informatique que tu utilises. Oui. Alors moi, plus que la plateforme informatique, moi, tu le sais, je travaille sur les sujets de relations humaines. Voilà, comment les gens se relient entre eux et peuvent travailler ensemble dans un cadre d'habitat. Mais bon, ça, voilà. Et je trouve très intéressant de se questionner sur le fonctionnement de l'humain. Et c'est ce que je fais en ce moment. Et je pense que tu n'es pas la seule parce que je vois dans les réponses que la majorité des répondants, vous le voyez tous, d'ailleurs vous avez les résultats du sondage en direct, c'est Socrate qui interpelle sur derrière cette intériorité, et ça tombe bien parce qu'on le verra tout à l'heure, c'est une des qualités de l'intrapreneur. Bon, par contre, peu de voix pour Elon Musk ou pour John Lennon. Moi, c'est Samuel de Champlain parce qu'il explore. Voilà, pour les petites anecdotes. Et parce qu'il crée des liens avec toutes les tribus, avec un peu quelque part le domaine de la diversité et de l'inclusion du 21e siècle, alors qu'on est au 18e. Bah, du coup, tu triches parce qu'il n'est pas dedans. Non, je triche parce que je sors du cadre aussi, tu as raison. Merci. Voilà, un petit peu d'histoire très rapide sur l'intrapreneuriat. Je vais aller très vite parce que c'est des choses que vous connaissez puis que vous pouvez retrouver par ailleurs. Ça commence d'une certaine manière avec une erreur, un peu comme dans la cuisine ou dans la pâtisserie, tu nous diras peut-être plus tard, Siam. Ça commence avec une erreur de colle d'une boîte qui s'appelle 3M, qui voulait inventer une colle qui tenait bien, puis qui a inventé juste un truc qui a donné lieu à notre fameux post-it, qui a été un succès mondial et qu'on connaît. À tel point qu'il devient maintenant presque virtuel, donc l'Axoon ou d'autres applications. Et puis ce mot de l'intrapreneuriat lui-même est arrivé sous la plume d'un consultant américain en 1985, repris par le Time directement, et qui lui a donné une notoriété mondiale, pour aboutir ensuite à un élément clé en 1994 qui a amené une grande société qui s'appelle Sony à changer un peu. Sony était dans le domaine de la musique et est passé dans le domaine de l'image grâce à l'invention de la PlayStation. La PlayStation, c'est tout simplement le premier vrai succès mondial de l'intrapreneuriat, tout simplement parce qu'un papa avait découvert que son enfant avait du mal à utiliser et qu'elle ne fonctionnait pas très bien sa console Nintendo. Il l'a transformée. Évidemment, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a fait face à une opposition massive à l'intérieur de Sony. Cette opposition, évidemment, de ceux qui voulaient de la musique par rapport à ceux qui voulaient de l'image, qui étaient évidemment très peu nombreux. Et heureusement, il a réussi parce que
il a été protégé par le PDG. Donc là, on voit déjà un aspect qu'on verra tout à l'heure, c'est l'histoire de l'entreprise autant que de l'entrepreneur. 2005, c'était aussi le cas, citons une expérience intéressante qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est Maps, par exemple, avec la possibilité chez Google de réinventer un certain nombre de choses. Et puis peut-être que 2020, c'est nous, c'est vous, c'est des projets, et plusieurs d'entre vous nous ont dit qu'ils avaient effectivement des projets intrapreneuriaux. Voilà pour résumer quelque chose sur l'histoire qui se traduit dans des définitions, celle américaine derrière de ce consultant américain Gifford Pinchot, qui précise que quelque part c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a à l'intérieur d'une grande entreprise pris la responsabilité directe de transformer une idée, celle que vous avez initialement, celle du créatif, dans un business profitable. Mais c'est pas qu'une question de business profitable. D'ailleurs, Bercy, le ministère des Finances en France, qui est peut-être profitable, lui, quoique, a défini plus récemment l'intrapreneuriat comme une démarche plus globale visant à introduire un comportement entrepreneurial dans les organisations et pas forcément un comportement business. Donc, toute transformation quelque part et toute entreprise ou initiative devient presque quelque chose du registre de l'intrapreneuriat. Qu'en penses-tu, Siam ? En fait, sur la démarche de pour moi, un intrapreneur, c'est d'abord un entrepreneur, ou un entrepreneur, c'est d'abord un intrapreneur. Je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre. Donc, totalement. Et puis, le fait de se dire qu'on doit partir sur quelque chose de profitable, évidemment, pour plein de raisons, je pense qu'on les verra après, mais c'est d'abord un questionnement, effectivement, d'entrepreneur qu'on doit se poser à l'intérieur d'une organisation. Donc, moi, je partage complètement. Voilà, alors toi qui l'as vécu, on va passer peut-être en revue rapidement quelles sont les leçons qu'on tire, qu'on a préparées ensemble sur l'intrapreneuriat. Mais avant de ça, parler un peu des finalités dans tous les cas, quelle que soit cette activité-là. C'est une finalité premièrement d'innovation. C'est clair qu'il y a une dimension d'innovation et d'apporter quelque chose de nouveau dans l'intrapreneuriat. C'est la deuxième finalité, c'est de développer nos talents. Que je sois entreprise qui a envie de développer mes talents ou que je sois personnellement envie de développer mes propres talents, c'est la deuxième finalité. Et la troisième finalité est une question que tu évoques de business. Le business, c'est tout simplement de l'échange. L'économie, c'est de l'échange avec un principe de réciprocité. Je t'apporte, tu m'apportes. 5 leçons du coup de l'intrapreneuriat que je vous propose de balayer ensemble et puis de s'arrêter quelques instants sur chacune d'entre elles. La première incontestablement, c'est que pour Plagier Montaigne, c'est parce que c'était elle et parce que c'était moi. Elle, évidemment, c'est l'entreprise. Et pourquoi ça? C'est en fait la conjugaison et la conjonction de deux intérêts à un moment donné entre une organisation et un ou une intrapreneuse. Tu partages, Siam? Oui, alors moi je soutiens l'idée que l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui est très corporate et que quand on se lance dans un projet d'intrapreneuriat, c'est d'abord parce qu'on aime son entreprise et qu'on a envie de faire des choses pour elle. Sinon, on part créer sa boîte à l'extérieur. Donc complètement. Là, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais que tout le monde comprenne bien, c'est que l'intrapreneur, c'est pas qu'un rebelle, c'est quelqu'un qui est vraiment corporate et qui aime sa boîte. Donc toi, tu aimais la Poste. Tu aimes la moi, Poste. j'aime toujours la Poste. Hein. Ok. Et d'ailleurs, tu t'es présentée comme telle. Tu as dit, je suis une postière. Je suis une postière. Regarde, je suis habillée en jaune. C'est pas fait exprès, mais voilà. Et non, mais moi, je suis restée 12 ans à la Poste et j'ai adoré travailler à la Poste. Hein. Et c'est pas dit que j'y retournerai pas un jour. Vraiment, c'est une entreprise que je trouve très belle, avec beaucoup de valeur. Voilà, c'est pas que le courrier qui est en retard, la Poste. Ok, ça veut dire, oui, ça j'en suis convaincu, mais c'est aussi quelque part, ça veut dire que c'est pas par dépit qu'on va essayer de se lancer dans l'intrapreneuriat, c'est par envie. Ah, mais complètement, sinon ça marche pas. Ok. Ça demande beaucoup d'engagement, hein. Enfin, vraiment. Mais quelque part, j'avoue une leçon là qui est un peu provocatrice en disant c'est pour provoquer aussi, c'est plus facile que l'entrepreneuriat. Ben oui, on connaît les gens, on connaît les processus, on connaît l'organisation, puis surtout, ben on garde son job quelque part, on quitte pas, on prend pas l'aventure d'un congé ou de donner sa démission. Je garde un salaire quelque part, et dans ce sens-là, c'est plus facile. Ouais, en fait, c'est un peu un raccourci, mais effectivement, effectivement, quand on est en entrepreneuriat, on a son salaire, donc c'est plus confortable, on va dire. Mais c'est pas si évident que ça. Ce qui est plus confortable, c'est qu'on est moins dans l'inconnu. Enfin, dans l'absolu, si vous connaissez bien votre boîte, on est moins dans l'inconnu et c'est plus confortable de se dire, voilà, j'arrive le matin à un bureau, je sais, voilà, j'ai des règles établies, etc. Donc au début, c'est plus facile. Le salaire, c'est pas si évident que ça non plus. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas plus… Bah, parce qu'en fait, oui, on a son salaire, mais un entrepreneur qui se lance a aussi d'autres possibilités. Enfin, le côté financier, c'est vraiment voilà, peut-être le raccourci qu'on fait au début en se disant c'est bon, je garde mon salaire, mais il y a d'autres possibilités. Enfin, c'est pas que le côté financier, en fait. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'entends beaucoup dire aussi, effectivement, que derrière des entrepreneurs qui ont lancé leur activité ou des entrepreneurs, en fait, le sujet du salaire, a posteriori, apparaît comme un obstacle qu'on avait surtout dans notre tête. Ah oui, complètement. Enfin, totalement, oui. Alors, leçon 3, en fait, non, c'est pas vrai, la leçon 2. C'est que c'est plus dur que l'entrepreneuriat. Mais oui, parce qu'on perd tous ses repères quelque part. Il y a une perte, il y a une, l'organisation vous attend pas. Même si vous l'aimez, elle ne vous attend pas, elle n'attend pas que vous fassiez quelque chose pour elle. Juste ce que vous devez faire. D'ailleurs, vous êtes tout simplement un subordonné, vous êtes salarié dans cette organisation. Moi, je peux réagir là-dessus parce qu'effectivement, du coup, j'ai vécu les deux côtés, hein. J'ai été entrepreneur, je suis entrepreneur aujourd'hui. Et c'est presque plus confortable d'être entrepreneur parce que les décisions dépendent que de nous et de nos process à nous, enfin du non-process d'ailleurs, parce que quand on a une petite boîte, il n'y a pas de process, que des gros process d'une entreprise, etc. Et finalement, sur la prise de décision et l'agilité dans la mise en place des offres et compagnie, c'est du coup beaucoup plus facile. Donc, ouais. Ok. Alors, c'est plus dur, mais en fait, du coup, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce qu'en fait, finalement, déjà, moi, ce que j'observe, c'est que vous avez souvent de jobs. La plupart des entreprises que je connais donnent un peu de temps, mais il y en a beaucoup qui ne donnent pas plus de temps à un entrepreneur quelque part pour développer son projet. Donc, vous avez boulot en dos. Deuxième chose, c'est que vous avez, dans certains cas, plus l'autre en tête. Et donc, du coup, vous êtes focalisé sur votre projet et c'est extrêmement compliqué parce que vous arrivez dans un domaine qui est celui un peu plus de l'inconnu. Tu parlais de l'incertitude parce que c'est un domaine que vous connaissez pas. Vous avez des savoirs que vous ne pouvez pas forcément tous transposer. Vous avez des collègues qui sont nouveaux. Vous avez un environnement, globalement, qui est nouveau et qui, encore une fois, ne vous attend pas. Alors oui, il faut s'accrocher. Je ne vais pas dépeindre un tableau trop noir pour l'intrapreneuriat parce que moi je suis convaincue du modèle. Mais c'est vrai que on entre assez rapidement, qu'on soit à 100% du temps sur son projet ou pas d'ailleurs. C'est plus facile quand on est à 100% parce qu'on a plus de temps, mais on entre dans une espèce de lutte contre l'organisation qui a du mal à changer en fait. Et le principe de l'intrapreneur, c'est d'essayer de faire changer quelque chose, d'apporter une innovation, de rupture ou autre. Et oui, parfois, on se dit que est-ce que ça vaut vraiment le coup de lutter comme ça contre l'organisation pour changer? Je ne donnerai pas de réponse là tout de suite, mais de toute façon, il me semble qu'il y a une forme de deuil, de séparation du job d'avant. On vit à la fois quand on a de nouveaux acquis, mais en fait, en même temps, quelque part, je crois que moi, ce que j'entends dire beaucoup, c'est que même les collègues, d'ailleurs, gardent une image de vous qui est celle d'avant. Pourtant, vous changez. Et en fait, c'est ça la leçon numéro 5, c'est que finalement, en termes de changement personnel, ça en vaut vraiment la peine. Alors mes amis canadiens qui pratiquent largement l'intrapreneuriat et de manière tellement naturelle, parfois qui me disent « mais non, nous, ça existe déjà dans certaines organisations ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la peine que le bénéfice que tu en tires fondamentalement en termes de changement personnel, Siam? Alors, en termes de changement personnel, clairement, sur la montée en compétences, moi aujourd'hui, en tout cas, dans mon programme d'intrapreneuriat, j'en suis ressortie avec beaucoup plus de compétences que si j'avais fait 4 ans. Voilà, j'ai un master déjà master 2 en qualité. Je peux t'assurer que j'ai eu l'impression d'être partie à l'université et d'avoir fait une formation en accéléré. Donc, clairement, on grandit. On grandit aussi en termes de management. Très clairement, c'est super intéressant parce qu'en fait, on arrive à se dire en tant qu'entrepreneur, dans le pire des cas, même si le projet n'aboutit pas, j'aurais réussi à monter en compétences et pourquoi pas me positionner sur d'autres jobs. Moi, j'ai un tout nouveau job, clairement. Ok. Moi, j'ai entendu ce que tu disais et j'entends plusieurs choses aussi, à la fois celles que tu exprimes et puis je connais ton projet aussi avec Au fil des voisins, dont on parlera à l'issue de la présentation. Et je vois 4 bénéfices en fait en particulier dans ce que j'entends. Premièrement, la fierté du chemin que tu parcours.
Oui, Deuxièmement, la question du sens aussi, parce que c'est un sens de ce que tu fais qui est pas forcément celui que l'organisation te donnait au départ, et donc tu fais bouger un peu les choses. Le progrès personnel que tu mets en avant avec les compétences acquises, et puis quelque part la reconnaissance et les connexions que tu peux avoir avec d'autres personnes. Tu m'en parlais quand on préparait ce webinaire, du nombre de personnes que tu es amené à rencontrer dans ce cadre. oui, alors ce qui est super intéressant, alors bon, moi j'étais directrice communication, donc c'est vrai que c'est un métier au sein des entreprises où on a beaucoup de relations, etc. Mais le fait d'être intrapreneur, parfois ça t'oblige à sortir de ton organisation, à voir d'autres organisations, à rencontrer d'autres personnes, et ça c'est hyper enrichissant. Alors que bah, c'est vrai que quand on travaille sur un poste de salarié traditionnel, on va souvent se cantonner à son entreprise sans forcément, à part quelques jobs. Donc ça, c'était super intéressant de pouvoir justement aller rencontrer d'autres personnes à l'extérieur, d'autres intrapreneurs aussi. Et ça enrichit énormément. Mais ça, après, ça dépend aussi de la personnalité de Bien chacun. sûr, bien sûr. Donc fierté, sens, progrès, et puis connexion. Voilà, c'est ça. Je vous propose de vivre un petit, au-delà de ces leçons, hein, donc c'est parce que la conjonction entre l'organisation et puis l'intrapreneur, c'est plus facile que l'intrapreneuriat parce qu'on connaît les codes, mais en même temps, parfois on les connaît trop et donc du coup, il faut changer ces codes et ses propres codes en particulier. C'est la leçon numéro 3. Il faut s'accrocher vraiment, mais derrière, ça en vaut la peine. Nous allons faire un petit voyage parce que tout ça, ça commence avec une histoire, hein, et pour vivre ce parcours-là et puis développer ses bénéfices, le voyage du héros entrepreneur. Alors, je vais faire un petit parallèle entre tout ce qui est du domaine des contes, des mythes, qui traversent tous, même un certain nombre de films, qui traversent tous les mêmes étapes dans lesquelles vous trouvez un héros. Et ce héros va vivre à peu près les mêmes aventures. C'est une épopée qu'il va vivre. Et je repris cette citation de Marco Barret, qui rappelle que l'épopée est un récit où le héros devient un porteur de valeur d'une société en mutation. Et en fait, c'est le sens qui est derrière. Et peut-être que cette formule d'une société en mutation, vu ce que nous vivons collectivement actuellement, prend un sens tout particulier. Et le héros, il va vivre dans un monde qui est au départ un monde ordinaire, qui est un monde qu'il connaît, l'entreprise que nous connaissons, mais il va partir pour une aventure de ce monde ordinaire à passer dans un autre monde qui est un monde extraordinaire qu'il ne connaît pas et qu'il va explorer en 3 phases. Une phase dans laquelle il va vivre une séparation de son ancien job ou de son ancienne activité. Il va s'initier à quelque chose de différent et probablement, parce qu'il s'est initié, il va revenir en apportant quelque chose de plus. Alors c'est parfois de l'apport extérieur, des richesses extérieures, mais c'est aussi, comme Siam tu le décrivais, une richesse intérieure, des compétences, une fierté, des qualités personnelles développées. On va voir quelques personnages au travers de tout ça. C'est le mentor, ça va être le sponsor, ça va être aussi derrière les démons que nous avons ou les opposants que nous avons à mettre au pas quelque part. C'est aussi ce héros, il a aussi l'élixir et la récompense, hein, qui vont être dans les bénéfices de cette aventure qu'il va vivre. Alors, on va le faire sous forme de voyage aussi. Et le voyage, il commence tout simplement par des histoires qui commencent dans le quotidien. Quand vous regardez des films, ce monde quotidien, qui est la première étape, il est décrit. Par exemple, si je suis dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le monde tranquille et calme de la comté. C'est le confort et la routine, la comfort zone dans laquelle nous sommes tout le temps dans notre entreprise. Sauf que ce monde va être troublé à un moment donné et va amener à une forme de questionnement qui va être l'appel à l'aventure. L'appel à l'aventure, ça peut être extérieur, ça peut être un coup de fil, ça peut être un cabinet qui va vous appeler, ça peut être la DRH qui va vous appeler, ça peut être aussi tout simplement un appel intérieur qui vient ou qui se manifeste, par exemple dans Matrix, par le fameux message que vous connaissez pour certains d'entre vous, Wake Up Neo, qui apparaît sur son ordinateur et qui le trouble tout particulièrement. Alors, du coup, premier réflexe, par rapport à cette situation qui est anormale dans ce contexte de zone de confort, nous sommes tous, ou la plupart des gens sont dans ce refus de l'aventure. Ce refus de l'aventure qui se symbolise quelque part par le refus de rentrer dans le monde de la grenouille, de peur de s'y perdre, et l'embrasser, c'est pas forcément devenir le prince charmant, mais c'est le risque de devenir soi-même la grenouille. Donc, je refuse l'aventure. Mais l'étape continue parce que je vais rencontrer souvent un mentor ou quelqu'un qui va être mon conseiller et qui va me donner parfois le courage, m'entraîner, me valoriser, me donner des encouragements
pour me dire, mais oui, si tu es capable de le faire, tu peux le faire. Et c'est pas, tu n'es pas un imposteur, tu seras capable de le faire. Et à ce moment-là, ça va se trouver, on va le retrouver, par exemple, le fameux Obi-Wan Kenobi avec Luke Skywalker dans Star Wars, bien sûr, et dans tant d'autres histoires, à commencer par Mentor lui-même avec Ulysse. Mais il va falloir passer ensuite une étape suivante qui va être l'étape clé, une étape du seuil, c'est-à-dire je vais passer dans un autre monde et je vais postuler au concours d'entrepreneuriat ou au concours d'initiative ou au programme d'initiative dans mon entreprise. Et donc là, je vais sortir quelque part un peu du bois et passer le premier seuil. Ce premier seuil, il va se matérialiser dans des films par un changement, traversée d'un fleuve, traversée d'un océan, un clin d'œil au lac pour mes amis canadiens, mais ça peut être aussi tout simplement un passage qui va se faire par le biais d'une figure de style également avec un gardien de seuil. Et une fois que je serai passé dans ce nouveau monde, ça va être un peu compliqué parce que je vais commencer vraiment l'aventure et l'initiation et je vais rencontrer quelque part des alliés pour m'aider. Je vais raconter peut-être un sponsor, un patron de business unit, un DRH, un directeur d'innovation, mais je vais rencontrer aussi des opposants qui n'ont pas envie que le système change et cet ensemble-là va me donner lieu à des tests. Et à partir de ces tests, je vais ensuite comme Ulysse ici, par exemple, qui avait ses alliés, qui étaient ses marins et qui était en même temps, qui a vécu dans l'Odyssée toutes ces difficultés et toutes ces aventures, et là c'est avec les sirènes où il s'attache au mât de son bateau, je vais ensuite m'approcher du moment clé. Et cette approche, c'est extrêmement important, c'est-à-dire je me prépare finalement à quelque part un combat final, c'est-à-dire de réussir, que ce soit une présentation exceptionnelle dans un comité exécutif ou dans une instance ou dans un pitch, par exemple. Et cette approche, c'est toute la phase de préparation qu'on va voir, par exemple, dans des films comme, toujours pareil, Le Seigneur des Anneaux, l'approche du Mordor et de ce moment qui monte où vous sentez la musique, où vous sentez votre cœur vous-même qui va battre peut-être un peu plus fort. Jusqu'au moment où cette étape va être ce qu'on appelle la crise dans les films. Et cette crise, elle va se matérialiser par le combat contre le dragon, le combat contre soi-même. Et c'est là que la transformation intérieure joue un rôle plein. Elle va se matérialiser dans la mythologie, par exemple, par le combat de Thésée contre le Minotaure dans le labyrinthe. Et j'ai pris cette image du labyrinthe parce que c'est parfois ce que nous voyons dans nos propres organisations et cette crise de comment est-ce que je peux faire avancer et comment je peux faire bouger l'organisation. Mais la crise passée, si je gagne, ouais, alors là, je vais toucher quelque part le jackpot. Et ce jackpot, ça va être l'élixir. Alors l'élixir, c'est pas forcément une boisson. Ça peut être, dans la mythologie, ça va être les épées qui sortent de la roche. Mais ça va être aussi peut-être l'amour ou la satisfaction de rentrer dans un nouveau monde dont on comprend les codes et c'est de trouver quelque part une forme d'amour, une forme de satisfaction, de plénitude que j'ai trouvé. Mais on n'en reste pas là, souvent, parce qu'il faut se dire à un moment donné, oui, mais ça, c'est ce que j'ai vécu, j'ai tellement envie de rester. Par contre, le héros va prendre le chemin du retour pour remettre cette aventure de manière un peu plus large. Et c'est le deuxième seuil qu'il va passer, c'est ce qu'on voit par exemple dans Aladdin. Au retour, vous voyez le héros, là, joué par Kev Adams, qui n'est pas forcément particulièrement heureux parce qu'il revient, mais c'est un choix qui est décidé de dire, je vais apporter ce que j'ai trouvé et cette transformation intérieure, je vais l'apporter. Et cette transformation intérieure, elle apporte, on le voit un peu partout, une forme de renaissance quelque part où le héros rentre, comme ici justement à l'époque de la Renaissance, avec des fleurs qui poussent sur sa route parce que quelque part il y a une véritable transformation et il apporte intérieurement quelque chose de plus riche que ce qu'il apporte extérieurement pour ensuite, dernière étape, le partager. Et quand on le partage, c'est souvent sous forme de banquet. On aime bien ça partout dans le monde. Voilà, avec Astérix, pour ne prendre que cet exemple-là. Voilà, c'est ces 12 étapes que peut rencontrer un entrepreneur quelque part et qu'on peut symboliser par cette vie dans les mythes ou dans les contes partout. Voilà, ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant un petit sondage, tout simplement de vous dire deux choses à la fois. Vous avez deux questions qui s'affichent sur votre écran. La première, c'est pour ceux qui ont un projet entrepreneurial, à quelle étape, selon vous, en êtes-vous de ce projet? Est-ce que vous êtes simplement encore dans votre monde ordinaire ou est-ce que vous êtes en approche pour préparer un pitch devant un comité de direction? Est-ce que vous êtes en train d'en tirer vous-même les bénéfices? Où en êtes-vous? Ça, c'est la première question. Je vous laisse le soin de répondre. Toujours pareil dans l'onglet sondage sur votre droite. Et puis, deuxième question, c'est quels sont vos principaux challenges? Et vous avez une liste qui vous est proposée de différentes natures sur ces différents challenges. Voilà, je vous laisse le soin de répondre. On vous laisse aussi 30 secondes, comme tout à l'heure. Le temps pour moi de poser la question à Siam. Non pas à quelle étape tu en es, mais peut-être
Quelles sont les étapes qui t'ont marqué, toi, particulièrement? Écoute, à peu près toutes. Moi, j'ai eu la facilité, on va dire, entre guillemets, du début, puisque le projet d'entrepreneuriat s'intégrait dans un programme porté par le groupe et au niveau de la stratégie du groupe. Donc, il n'y a pas eu la bataille, on va dire, initiale pour. Enfin, on a dûu passer des étapes de concours, de pitch, etc., hein, de jury Mais tu avais des mentors. pour y arriver. Mais par contre, moi, j'ai connu des entrepreneurs qui démarraient sans aucun programme, etc., en interne officiel, et donc, voilà, qui ont dû batailler beaucoup plus. Donc, cette partie-là était peut-être plus facile, entre guillemets. Je dis des guillemets parce que rien n'est facile, mais plus facile que pour d'autres. Après, oui, nous, on a eu des crises hein, dans l'équipe, par exemple. On a dû se séparer de 2 personnes dans l'équipe en cours de route. Donc ça a été compliqué. Et évidemment, il a fallu se relancer. On a eu des étapes aussi où il a fallu convaincre que notre projet pouvait, enfin en tout cas avait son intérêt dans le groupe La Poste, alors qu'on est dans l'opérationnel. Enfin, la difficulté quand on est en intrapreneuriat, c'est qu'on est dans l'opérationnel et avant même d'avoir fait la preuve de quoi que ce soit, on est déjà en train de parler avec des investisseurs. Puisque là, l'idée, c'est que l'entreprise est notre investisseur. Alors que quand moi, j'ai bouclé une étape de levée de fonds où, en fait, on est dans l'opérationnel, mais au moins, on a fait une preuve de quelque chose et on est très sûr de soi, finalement, parce que c'est bon, on croit à notre produit, on sait que c'est bon, on a des clients, on a du chiffre d'affaires. Donc, effectivement, la levée de fonds est très dense et très Mais difficile. tu as des atouts, Mais au moins, tu as des preuves. voilà, on a ça en appui. Ce qui n'est pas forcément le cas en entrepreneuriat, parce qu'on démarre, on croit à l'idée, mais on n'a pas forcément des preuves tangibles. Donc il faut, et ça c'est difficile sur le Et je démarrage. trouve que ce que tu décris, ça se manifeste aussi dans les réponses qu'on a aux questions Siam, puisque, comme vous le voyez, une majorité relative, en tout cas, d'entre des gens qui, parmi vous, les répondants, c'est l'appel à l'aventure, en fait, qui est le sujet numéro 1. Et puis le sujet numéro 2, très proche, c'est vous êtes dans cette phase derrière de tests, d'alliés, d'opposants, de capacité finalement à faire basculer l'environnement en votre faveur pour pouvoir ensuite vraiment vous réaliser votre projet. Voilà. Deuxième question aussi que je vois en termes de réponse derrière, c'est tout est très lié dans cette question-là, puisque les challenges principaux, c'est quelque part, il y en a deux. Hein, c'est l'interne, c'est vous-même, nous, c'est-à-dire se battre contre nous-mêmes, notre disponibilité, nos gestions de priorité, la ténacité, les peurs, la résilience, la capacité, et puis évidemment la relation qu'on a avec le client. Mais il n'en reste qu'embarquer, fédérer des équipes et puis obtenir les bons appuis dans une organisation interne est également un challenge qui est présent. Donc en fonction de notre avancement du projet, nous sommes dans des enjeux qui sont de nature différente, mais il y a des challenges tout au long de cette aventure. Voilà, on va parler peut-être des 5 compétences distinctives clés qu'on vous propose avec Siam. Qu'est-ce qui fait que demain, vous aurez acquis de la compétence et qu'est-ce qui est important pour vous pour lancer un projet d'intrapreneuriat? Alors, bien sûr, c'est de partir sur nos qualités. J'aime beaucoup le rugby, j'ai un peu joué à Grenoble à une certaine époque, et effectivement, c'est de partir de nos qualités et de nos points forts. J'ai adoré cette formule de Fabien Galtier qui avait repris l'équipe de France de rugby sur les premières victoires qui avaient été basées essentiellement sur les points forts de l'équipe et les qualités de chacun des joueurs. Alors, regardez bien les vôtres, quelque part. Avant, il y en a deux, elles sont de 2 types. Une première capacité, c'est la dimension derrière de ce qui vous porte, de ce mouvement intérieur qui est inside out, qui vous dit, ouais, ce qui me porte, moi, c'est ça. C'est cette envie-là, c'est cet atout, c'est cette force intérieure, c'est cette énergie quelque part vitale qui va vous pousser. Mais la deuxième type de capacité, c'est la dimension outside in. Ce que j'appelle outside in, c'est tout simplement la compréhension, la capacité de décrypter, de comprendre notre environnement, c'est-à-dire celui de l'entreprise, mais celui au-delà du marché, parce que l'entreprise s'adresse évidemment à un marché, même si c'est une organisation publique où elle va s'adresser à des citoyens. Et donc, cette double capacité, d'ailleurs, de se connaître soi et de se porter soi-même, mais la capacité aussi de la conjonction avec l'environnement extérieur. Et ces deux types de compétences, elles sont présentes dans les 5 que nous allons voir maintenant. La première, on le voit très bien, c'est la question de la vision de l'environnement et de la maîtrise de soi aussi, que je résume par savoir ce que je veux, qui est vraiment une question pas toujours très simple, souvent très compliquée, et puis aussi de savoir, bien sûr, ce que je vaux. Tu partages et tu verrais ça comment, Siam?
Pour le coup, c'est on va dire que ça paraît la base quelque part, mais c'est pas forcément évident. Parce que justement, en tant qu'intrapreneur, on n'a pas ce côté de l'entrepreneur qui a une vision, qui sait, voilà, qui est très sûr de lui, qui a mis sur LinkedIn je suis CEO d'une boîte et puis ça y est, j'y vais. L'intrapreneur, enfin en tout cas moi, c'était mon expérience, on est toujours dans une démarche où on doit se justifier de en fait, oui, je mérite de porter ce projet-là. Je ne suis pas juste en train de tirer aux flancs. Voilà, parce que nous, on était à 100% de notre temps sur le projet. Donc, je suis en train de porter un vrai projet d'innovation qui va apporter de la valeur à l'entreprise. Et ça nécessite d'être vraiment très, très. D'avoir confiance en ce qu'on croit. C'est pour ça que c'est important de porter un projet auquel on croit, hein, clairement, et pas juste une opportunité. Et d'être vraiment très confiant en ça parce qu'on n'a pas de preuve, en fait, que ça va marcher. Et évidemment, moi, je l'ai vécu avec des managers qui ne comprenaient pas forcément pourquoi l'envie d'aller faire de l'intrapreneuriat, enfin en tout cas de participer au programme. Et ça, c'est hyper important, je pense, au démarrage, d'être hyper bien dans ses baskets. Merci beaucoup à toi, Siam, de t'être arrêté sur cet aspect-là, parce que comme tu le dis, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est la base. Si je n'ai pas confiance en moi, si je n'ai pas confiance en mon projet, et ça se construit, je ne pourrai pas transmettre cette part d'assurance ou de réassurance dont l'organisation a besoin. Deuxième, oui, c'est l'organisation justement qui en a besoin. Cette organisation, c'est un peu comme un dédale, c'est parfois un peu kafkaïen, parce que je peux être entrepreneur quel que soit mon job dans l'organisation. Je peux être juriste, je peux être RH, je peux être agent de maîtrise, peu importe. J'ai besoin de comprendre quelques rouages organisationnels que mon job ne m'a pas forcément appris à comprendre, c'est-à-dire comprendre les intérêts en jeu et m'appuyer dessus. Siam. Ouais, alors ça, c'est un point qui est hyper important. Vraiment, parce que on se rend bien compte que, et de ce que j'ai pu en observer à la Poste, mais même ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la Poste, c'est que souvent, quand on ouvre un programme d'entrepreneuriat, on se dit on veut que ça soit tout le monde. Donc, par exemple, la Poste, on décline jusqu'au facteur. Et en fait, la compétence hyper importante pour que le projet finalement aboutisse et puis continue après, déjà de passer les étapes de jury, etc., c'est un jeu politique, clairement. Et on se rend bien compte que les personnes qui sont au siège, à certaines positions hiérarchiques, moi j'étais directrice communication, donc ça a aidé aussi d'avoir du réseau en interne, favorise énormément en fait le projet d'intrapreneur. C'est pour ça que les RH, alors je ne sais pas s'il y en a là, mais ils ont un rôle hyper important justement d'accompagnement des personnes si on veut vraiment que ça décline jusqu'en bas de l'organisation. Et malheureusement, alors c'est pas une critique parce que je sais que c'est très difficile, notamment dans des très grosses organisations comme la Poste. Malheureusement, c'est pas toujours facile parce que quand on n'est pas au siège à Paris, proche des pouvoirs en fait de décision, c'est plus difficile de porter ces projets. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer. Donc, c'est hyper important de bien s'interroger, notamment quand on porte soi-même un programme d'intrapreneuriat. Hein, j'ai eu l'occasion, moi, d'en discuter avec des gens qui portaient des programmes d'intrapreneuriat, qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui aurait pu vous aider? Clairement, c'est d'accompagner tous les intrapreneurs, y compris ceux qui sont plus éloignés, on va dire, du top management de l'entreprise. Cette question de l'accompagnement, elle est importante, cette question d'alliés, cette question d'atout. On n'est pas tout seul quand on est intrapreneur, parce que c'est aussi difficile que quand on est entrepreneur, je pense, pour le coup. Mais je suis très sensible à ce que tu dis sur la question du pouvoir. Le pouvoir, c'est parfois quelque chose, ou la politique, c'est des choses qui parfois peuvent faire peur dans une organisation, mais c'est une réalité derrière, et soit on la prend en compte, soit on la prend pas en compte. Et pour réussir, il faut la prendre en compte. C'est ce que tu nous dis. Alors, oui, parce que c'est une réalité en fait. Vous allez pouvoir, moi j'ai vu des très beaux projets ne pas aller au bout simplement parce qu'il n'y avait pas les bons réseaux en interne. Donc, clairement, c'est dommage. Sachant que, alors après, ça c'est mon avis, ceux qui sont les plus proches des clients, les plus proches du terrain, qui sont très opérationnels, peuvent porter des projets qui ont un vrai impact après, ne serait-ce que sur le business. Donc, c'est dommage de s'en priver. Absolument, et j'en ai vu dans des industries extrêmement complexes aussi dans lesquelles j'ai travaillé, chez Naval Group par exemple. Voilà. Tu parles de réseau. Réseau, ça veut dire relation, d'accord. Et c'est cette capacité, alors que toi tu étais directrice de la communication, tu nous l'as rappelé, mais cette capacité qu'on a tous à pouvoir, entrepreneur, c'est d'écouter, de sentir, de négocier, de vendre, de promouvoir, de percevoir et de sentir les intérêts quelque part des personnes, parce qu'au-delà d'une organisation et d'un système, ce sont des personnes que nous avons en face.
Ouais, bah, quand on est intrapreneur, c'est comme quand on est entrepreneur, il faut être un couteau suisse. Il faut savoir tout faire et si on ne sait pas faire, faut apprendre à le faire très vite en plus. Moi, par exemple, tout ce qui est contrôle de gestion, compta, chiffres, compagnie, c'était pas du tout mon truc. Et je crois que j'ai vécu un mois lors lors de notre pré-investissement à la Poste qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, mais avec mon tableau Excel. Mhm, Hein, je mhm. rêvais de mon tableau Excel toutes les nuits. Donc oui, c'est l'intelligence relationnelle. Bon, bah, de toute façon, dans tous les postes, hein, c'est Bien plus ou sûr. moins important, mais là, il faut savoir faire vite, bien et tout. C'est essentiel, c'est un point essentiel, merci de le souligner. Puis il y a une question aussi derrière de qu'est-ce qu'on fait, comme tu dis, on est un couteau suisse, moi j'appelle ça chef d'orchestre, tu appelles ça je crois pâtissier. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on met ça, mais toujours est-il que je dois avoir plusieurs sons de cloche, je dois entendre plusieurs choses, j'ai plusieurs données, mais je dois de toute façon travailler, connaître les bases, et je travaille en interne quelque part en tant que chef de projet, mais en même temps, derrière, j'ai vocation un jour à jouer devant le public et à satisfaire ce public ou bien à faire plaisir aux clients si je suis dans la pâtisserie. Je sais que tu aimes bien l'exemple de la pâtisserie. Oui, en fait, c'est un exemple que j'aime bien déjà parce que j'aime la pâtisserie. Mais au-delà de ça, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent la cuisine et la pâtisserie dans l'auditoire, mais en fait, le pâtissier, enfin la pâtisserie, c'est un exercice qui est très difficile parce que ça nécessite d'être très juste et très précis. On doit rester dans un cadre parce que sinon ça peut rater. Donc c'est pas comme la cuisine où on peut avoir beaucoup d'innovation, enfin de créativité, etc. On arrive plus ou moins à faire quelque chose. Un gâteau, une pâte à choux, si vous ne respectez pas ni les quantités, ni les ingrédients, ni les étapes à suivre, ça marche pas. Par contre, c'est pas parce que vous avez tout suivi que ça marche en fait. Donc, Mhm. c'est pour ça que j'utilise souvent cette métaphore parce qu'en réalité, on doit rester dans un cadre quand on est entrepreneur, malgré tout. On n'a pas le choix parce que sinon, ça ne marche pas. On doit bien respecter les étapes, sinon ça ne marche pas, de prise de décision, de validation, etc., de process. Le process achat, par exemple, moi, c'est un truc, j'en ai fait des cauchemars. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a tout bien respecté que ça marche. Ok, Donc, il faut bien le prendre en compte. j'accélère, excuse-moi pour respecter un peu Ouais. pour respecter le timing là qu'on s'est donné. Je vois le temps qui passe, mais c'est super intéressant. On pourrait faire un webinaire dédié sur la question de la cuisine ou du processus achat. Effectivement, dans tous les cas, chef d'orchestre ou pâtissier, c'est une harmonie, soit harmonie à l'oreille, soit harmonie au goût. Et puis, il faut la base aussi, quelque part une base technique, c'est penser de la valeur qu'on apporte et penser aussi comment valoriser. Tu parlais de la comptabilité, tu parlais des tours de table financiers qui sont parfois en interne. C'est aussi un sujet qui rapproche l'entrepreneur de l'intrapreneur, cette fois. Oui, bah oui, enfin là, on va pas détailler, je pense que c'est très Ouais. clair. Hein. Voilà, on doit faire de l'argent. Ok, et c'est intéressant. Alors, ce que les compétences, hein, pour les résumer, effectivement, c'est notre objectif, c'est de vous aider à accompagner vos compétences pour que vous puissiez monter au meilleur niveau sur ces 5 grands types de compétences, évidemment, qui sont décomposées en sous-compétences derrière et qu'on n'a pas le temps d'aborder dans un webinaire. Mais simplement, sachez que c'est ce sujet-là sur lequel tous les entrepreneurs travaillent, quelle que soit la nature même de leur activité. Qui sommes-nous pour nous présenter très rapidement en conclusion? Déjà, tu veux bien nous présenter au fil des voisins parce que tu fais du business, certes, mais en fait, en même temps, c'est quelque chose de très social. Alors, social, ça dépend, enfin, c'est pas un mot que j'utilise fortement, on va dire communautaire D'accord? plutôt. Moi, je préfère le mot Ok, communautaire, même s'il est connoté. j'achète. Au fil des voisins, c'est une plateforme qui est dédiée donc à l'habitat participatif. On crée des habitats et du vivre autrement, en fait. Et donc, en ce moment, c'est un peu la question comment on vit et comment on vit notre logement. Et nous, on accompagne à la fois les professionnels hein, pour monter ces programmes et les habitants. Voilà, on est aujourd'hui la plus grosse communauté en France d'habitants participatifs. On crée des éco-villages. On a une expertise qui va de la création d'écolieux en habitat léger jusqu'à la création de gros programmes immobiliers. Voilà, partout en France et ça fonctionne très très bien. La Poste a investi? La Poste n'a pas investi. Bon, mais t'as aidé. Elle a On est investi? sorti en fait, La Poste a investi dans on toi. est disons qu'ils nous ont laissé la possibilité de développer notre idée pendant 18 mois. Top. Voilà, il y a eu des réorganisations internes qui ont fait que ça a été très compliqué à la fin. Donc, ça fait partie effectivement des crises qu'on a vécues.
Et nous, on a décidé de continuer notre projet en externe. On est sorti de janvier 2019 du programme et de la Poste. On a créé avec Amandine, donc, qui était également postière, alors je dis était parce qu'elle a quitté la Poste pour le coup. Donc, on a créé la société. Et depuis 1 an et demi, ben voilà, on est indépendante. On a fait notre levée de fonds là avant le confinement. Et puis, bah, l'aventure continue. Super, merci. Alors, si les gens veulent s'adresser à toi, il y a évidemment ton mail qui s'affiche sur l'écran. Voilà. Et voilà, sur les sujets d'intrapreneuriat, il ne faut pas hésiter, je réponds assez facilement. Super. Merci beaucoup, Siam, pour des compléments d'informations par rapport à notre échange du jour. Qu'Devenir, qui nous sommes une dizaine de Français et de Canadiens qui ont tous été dirigeants et entrepreneurs, qui sont aujourd'hui mentors et coachs et qui sont convaincus que beaucoup d'entre nous peuvent prendre de l'initiative de l'intrapreneuriat, comme toi, Siam, qui disait « je crois beaucoup à ce modèle-là ». Et nous avons co-construit un modèle de 140 heures, un programme de 140 heures sous forme de voyage certifiant multimodal pour vous aider à passer de l'idée à son lancement en 3 mois, en 6 étapes, mais qui ne sont pas des étapes de process, mais des étapes qui vont travailler sur vous, votre organisation et votre environnement, parce que la réussite, elle dépendra du fonctionnement harmonieux de ces 3 interlocuteurs, c'est-à-dire vous-même, intrapreneur, l'organisation et l'environnement qui est en attente. Voilà en quelques mots. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez moi me contacter directement, Emmanuel, sur le mail qui s'affiche sur votre écran. Ou vous pouvez aussi vous inscrire, et je crois qu'il y a un petit module qui vient d'apparaître sur votre écran, pour vous inscrire à notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 juin, sur justement comment lever les obstacles dans votre organisation et comment décrypter votre environnement pour augmenter vos marges de manœuvre et réussir votre projet intrapreneurial ou vos initiatives, qui sera animé par un collègue, un membre de l'équipe qui s'appelle Pierre Menant et qui est un spécialiste justement du déblocage organisationnel. Voilà, je vous remercie. Je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais prendre quelques instants pour que Siam et moi nous y répondions. Les questions qui nous arrivent, c'est essentiellement, mais c'est quoi des exemples concrets? Siam, c'est un bel exemple concret. Okay. Et puis, y avait-il des coachs internes qui accompagnaient les intrapreneurs à la Poste? Non, en fait, alors d'ailleurs, j'en profite pour faire coucou parce que j'ai vu qu'il y avait des postiers intrapreneurs sur le côté. Donc bonjour. Voilà, il y en a certains que je connais, d'autres moins. Mais donc non, on n'avait pas de coach interne. On a eu un accompagnement externe par Make Sense. Voilà, donc plus sur l'aspect prototypage, quoi, vraiment, mais pas sur l'aspect intrapreneuriat. Voilà, mais on n'a pas eu de coach externe. On a eu une très, très sympathique pilote qui est partie, malheureusement, mais qui était vraiment bien, notre petite nounou à nous, mais pas de coach externe. Alors, souvent, ce que je considère, c'est que nous travaillons aussi beaucoup avec des questions non pas de coach interne, mais de mentor plutôt interne. Oui, alors nous, on avait un tuteur. Un tuteur, un sponsor. Qui était très bien d'ailleurs. Voilà, qui joue ce rôle plutôt de mentorat. C'est ça, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a ouvert beaucoup de portes. Justement, on parlait des jeux politiques. Alors, je vois que Adja dit qui est également à la Poste, elle était dans les programmes suivants. A priori, ils ont mis en place les coachs internes. Donc ça, c'était bien. C'est bien parce que nous, on ne l'a pas eu. Mais nous, notre tuteur a été très, très, très aidant. Ok, très bien. Voilà, je ne veux pas vous prendre, en tout cas, on a tenu les délais. J'espère qu'on vous a apporté un peu plus l'envie de tester l'intrapreneuriat, la manière d'avancer sur ces thématiques-là, le bénéfice que vous pouvez en tirer et à travers le témoignage de Siam également, quelles sont les compétences qu'il s'agissait de développer, comment on pouvait vous aider ou comment vous pouviez vous aider à devenir intrapreneur et développer ces compétences. Merci à toutes et à tous. Merci à nos amis qui viennent d'un peu partout dans la francophonie aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite bon après-midi. Puis, pour ceux qui sont en France et je crois aussi à Montréal, bonne fin de période de confinement. À très bientôt. L'espace va s'ouvrir. Au revoir. Du coup, je ne sais pas comment faire pour raccrocher. Moi, je vais arrêter là. Voilà. Donc, ils sont... Hop. Voilà, merci. S'il y en a qui nous écoutent encore, merci de vos témoignages que je vois sur l'écran. Merci encore, Siam, de l'échange que nous avons eu ensemble. C'est très dense, c'est très riche, ça donne envie d'en savoir plus.
mais c'est aussi le drame des webinars. C'est passionnant, mais c'est Ouais, frustrant à la fois. Voilà. tout à fait. Euh, bon, merci à tous. Je termine le webinaire. On se reconnecte ensuite.